va poursuivre cette matinée avec deux dernières interventions à suivre. Donc, nous recevons Enguerrand du Rosquad. Vous êtes, excusez-moi si j'écorche votre nom dans sa prononciation. Vous êtes rattaché à la direction de la prévention et de la promotion de la santé, Santé publique France, où vous êtes plus précisément responsable de l'unité santé mentale. Et vous allez nous présenter les résultats de l'enquête Coviprev qui a été mise en place par Santé publique France dès le début du premier confinement pour suivre l'évolution des comportements et de la santé mentale en population générale, ce qui finalement fera écho aussi avec quelques interventions qu'il y a eu ce matin sur du coup les comportements observés là, en l'occurrence post-confinement. Je vais démarrer. D'abord, merci de m'avoir invité à partager les travaux qu'on a pu conduire à Santé publique France pour poursuivre et pouvoir apporter des réponses en termes de prévention pendant cette crise sanitaire. Donc moi, je vais vous présenter les résultats de l'enquête Coviprev et je vais centrer ma présentation essentiellement sur les données de santé mentale. Pour introduire cette enquête, donc, je vais vous proposer de nous resituer l'année dernière au mois de mars. Donc, pour rappel, on observe une augmentation très importante des contaminations qui arrivent au mois de février, et puis également une montée en tension du système de santé. Donc on est tous face à une situation qui est tout à fait inédite, voire un peu ahurissante d'ailleurs pour la plupart des personnes. Et donc d'emblée, on se pose la question des impacts de cette crise sanitaire en termes de santé mentale. Donc on regarde un petit peu la littérature et là effectivement on repère notamment une publication d'un numéro spécial du Lancet qui sort au mois de février et qui alerte l'ensemble des décideurs et de la communauté scientifique sur les risques à court terme et moyen terme de la crise épidémique en termes de santé mentale. Et donc qui est notamment fondé à la fois sur des travaux qui ont été conduits lors d'épidémies précédentes, et également sur les premiers travaux qui ont été conduits et publiés notamment en Chine, avec une augmentation observée notamment des troubles anxieux et dépressifs. Donc on se retrouve dans un contexte où on peut anticiper des risques importants en termes de santé mentale et notamment d'épisodes aigus, donc qui sont liés à la fois à la peur de l'épidémie elle-même, de la maladie, de la contamination, mais également des mesures de contrôle. Donc notre objectif donc face à ce système de santé surchargé va être de se doter d'un objectif de monitoring, c'est-à-dire de suivi de la santé et des comportements de la population, donc avec deux risques majeurs qu'on identifie d'emblée, donc le risque pour la santé mentale, et puis évidemment les risques de contamination. Donc à l'époque, on n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin, donc les seules mesures de contrôle susceptibles de freiner l'épidémie sont donc les comportements individuels. Et donc on va suivre en priorité ces deux indicateurs qui sont l'adoption des gestes barrières par la population et la santé mentale. Alors nos objectifs vont être des objectifs de surveillance à des fins de prévention pour pouvoir récupérer des données qui vont nous permettre d'orienter et de pouvoir développer des réponses en termes de prévention. Donc dans ce cadre-là, nos procédures vont viser à identifier les segments de population qui sont les plus en difficulté et également à pouvoir identifier un certain nombre de déterminants qui puissent être accessibles à des actions de prévention. Alors, on a deux contraintes importantes qui sont la récolte rapide de données. Donc, on va passer par une enquête Internet par quota, qui était la seule façon pour nous, à une époque où notamment les terrains d'enquête aléatoires, les plateformes téléphoniques étaient fermées, c'était pendant le premier confinement. Donc, on va s'appuyer sur cette méthodologie en passant par notre prestataire d'enquête qui est BVA. Et puis l'autre contrainte qu'on s'est posée, c'était également de pouvoir mettre à disposition très rapidement, à la fois pour nos services internes et de pouvoir développer des interventions, mais également pour nos tutelles et l'ensemble de nos partenaires, de pouvoir mettre très rapidement à disposition de l'ensemble de la communauté nos résultats afin de pouvoir apporter les réponses en termes de prévention. Alors donc en termes de méthodologie pour notre enquête, donc c'est une enquête qu'on appelle transversale, c'est-à-dire que à chaque vague d'enquête, on va interroger un échantillon indépendant de la population.
Et donc, ce ne sont pas les mêmes personnes qu'on va réinterroger, mais à chaque fois des échantillons indépendants, ce qui va nous permettre d'avoir une photographie de la situation à chaque vague d'enquête. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 24e vague d'enquête, donc j'espère que je reviendrai pas l'année prochaine vous présenter les résultats de la 42e vague et que la situation se sera améliorée. Alors pour chaque vague d'enquête, donc on interroge 2000 personnes qui sont comparables à la population française adulte, hein, c'est-à-dire âgée de 18 ans et plus. Donc avec une méthode de quota, c'est-à-dire qu'on va structurer un échantillon qui va être comparable à la population en termes de sexe, d'âge, de catégorie socio-professionnelle, de région d'habitation, également de taille d'agglomération. Alors à chaque fois, on va remplir nos quotas, hein, sexe, âge, etc. Bon, quand on regarde au final la structure de l'échantillon, suite au remplissage de nos différents quotas, on n'est pas toujours complètement dans les clous au regard de la structure de la population française. Donc on va également derrière appliquer une pondération, c'est-à-dire un redressement, donc qui est fait sur la base du recensement général de la population de 2016. Donc c'est un questionnaire qui est en ligne, auto-administré, c'est-à-dire que les gens y répondent eux-mêmes face à leur ordinateur, et on a un questionnaire qui est d'une durée moyenne de 20 minutes. Alors la base de sondage, c'est un panel d'internautes qui s'inscrivent dans ce panel pour répondre à des enquêtes, pour pouvoir récupérer derrière des bons cadeaux. Donc en termes de méthodologie, on va envoyer un mail à un certain nombre de personnes au sein de ce panel pour leur proposer de se connecter à notre plateforme de questionnaire. Donc les personnes vont remplir un certain nombre d'éléments signalétiques et notamment des variables de quota que je vous ai citées, ce qui va conditionner l'ouverture ou non, c'est-à-dire l'accès ou non au questionnaire. Et donc on va conserver les premiers répondants qui vont remplir nos différents quotas. Donc ça, c'est la méthodologie des enquêtes par quota par Internet avec une base de sondage qui est un panel. Alors en termes de variables, donc les variables principales d'intérêt de notre enquête, donc qui vont constituer le corps principal de notre questionnaire, sont donc l'adoption des mesures de prévention, ça on en a parlé tout à l'heure et je ne vais pas en parler dans le cadre de cette présentation. Donc il y a également la santé mentale et puis on a eu l'occasion de faire tourner tout un tas d'autres modules, notamment des consommations de substances, des troubles musculo-squelettiques ou encore de l'activité physique par exemple ou de la nutrition. Mais systématiquement, on a gardé dans notre corps de questionnaire ces deux indicateurs que sont l'adoption des mesures de prévention et la santé mentale. Donc on va mesurer évidemment des variables sociodémographiques, hein, qui sont les variables de quotas que j'ai cités tout à l'heure. Et également, on a souhaité repérer les personnes qui étaient à risque de forme grave de Covid-19. Donc, on a récupéré notamment toutes les pathologies chroniques qui avaient été listées par la Haute Autorité de Santé. Et puis, au regard de nos objectifs, et notamment dans le champ de la santé mentale, on a également mesuré des antécédents de troubles psychologiques, c'est-à-dire à savoir si les personnes, avant la crise épidémique, avaient été suivies pendant au moins 6 mois par un psychologue, psychiatre, ou avaient pris des médicaments psychotropes pendant la même durée. Donc, on a également mesuré des variables qui ont trait aux conditions de vie des personnes pendant l'épidémie, notamment leurs conditions de travail, leurs conditions de logement, le fait d'avoir eu ou non des symptômes de la Covid et également leur situation financière déclarée. Et puis, on va mesurer ce qu'on appelle dans le jargon psychosocial des facteurs socio-cognitifs, puisque notre hypothèse était évidemment que la perception de la situation et également la perception des mesures de contrôle qui ont été prises pour faire face à la situation étaient susceptibles d'impacter la santé mentale des populations. Donc, ce que nous avons mesuré, c'est notamment la perception des mesures de contrôle en termes d'efficacité perçue, de coûts et de contraintes à mettre en œuvre ces mesures, de capacité personnelle perçue également à mettre en œuvre les mesures de prévention préconisées par les pouvoirs publics. Également les normes sociales qui sont un déterminant extrêmement important des comportements en général et des comportements de santé, qui sont notamment le fait de savoir si les personnes de notre entourage adhèrent aux mesures de prévention et les adoptent. Donc également une mesure de la perception de la maladie en termes de gravité. Voilà, est-ce que c'est une maladie grave, de vulnérabilité perçue, c'est-à-dire est-ce que personnellement je me sens vulnérable au risque d'être contaminé par la Covid-19, enfin par le SARS-CoV-2.
Et puis également d'autres dimensions davantage émotionnelles ou affectives, qui sont notamment l'inquiétude vis-à-vis de la maladie, vis-à-vis de la situation économique, ou encore d'autres affects tels que la peur, la colère, la frustration, l'impuissance, le sentiment d'isolement ou de solitude. Alors on voit bien que l'ensemble de ces déterminants sont davantage calibrés pour aller on va dire prédire notamment des comportements de prévention, mais c'était des éléments qui nous intéressaient tout particulièrement puisque notre hypothèse était justement que la situation épidémique, la peur de la maladie elle-même et également la perception des mesures de contrôle étaient susceptibles d'impacter la santé mentale telle que le prévoyait la littérature scientifique. Alors en termes de variables, pour rentrer un petit peu dans le détail, donc on a mesuré principalement les états anxieux et les états dépressifs, qu'on dit être des troubles communs en raison de leur forte prévalence en population générale. Donc nous avons utilisé l'échelle HAD avec un score strictement supérieur à 10 comme définissant un état anxieux pour la sous-échelle d'anxiété ou un état dépressif pour la sous-échelle de dépression. Alors juste pour vous donner quelques éléments, là je vous ai mis les items de l'échelle, mais pour vous donner une idée, ça veut dire que sur les 7 symptômes anxieux qui sont mesurés ou les 7 symptômes dépressifs qui sont mesurés, ça veut dire que les personnes vont déclarer avoir 3 symptômes la plupart du temps et également un 4e symptôme souvent, ou vont avoir, on va dire, plus de 5 symptômes déclarés souvent. Et puis, nous avons également mesuré les problèmes de sommeil, la satisfaction de vie ou encore les pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois que nous mesurons depuis les dernières vagues d'enquête. Donc, on doit avoir 3 points de mesure aujourd'hui sur les pensées suicidaires. Alors, en termes d'analyse statistique, rapidement, vous voyez que notre action et cette enquête étaient vraiment tournées vers l'intervention. Donc, nous avons conduit des analyses simples, ce qu'on appelle des analyses bivariées, donc qui visait à analyser l'évolution, notamment de nos états anxieux et dépressifs sur l'ensemble de l'échantillon à chaque vague d'enquête, et puis de pouvoir mesurer également ces évolutions pour chaque segment de la population investiguée, donc qui nous intéresse en termes d'intervention, notamment par tranche d'âge, sexe ou selon d'autres segments de la population. Donc pour chaque vague d'enquête, on a pu également comparer si certains segments de population étaient plus en difficulté que d'autres du point de vue de la santé mentale. Et puis nous avons également conduit des analyses multivariées, alors je vais vous épargner un peu le détail statistique, mais qui visaient à mieux comprendre le phénomène, c'est-à-dire la contribution de nos différentes variables à ces états de santé mentale dégradés, et de pouvoir identifier, indépendamment des segments sociodémographiques, encore des conditions de vie, quels étaient les déterminants sociocognitifs que je vous ai présentés tout à l'heure, c'est-à-dire la perception notamment de la maladie et des mesures de contrôle qui étaient associées à nos indicateurs de santé mentale. Alors donc ça, ce sont les principaux résultats de notre enquête, donc vous voyez, qui nous permettent d'avoir un suivi dans le temps et de pouvoir les mettre en parallèle, notamment avec les mesures de contrôle. Donc si on regarde la courbe du haut, ça c'est la satisfaction de vie. Donc vous voyez que notre première vague d'enquête a pu avoir lieu dès l'issue de la première semaine de confinement. Et donc là, on avait une population qui était autour des 66% en termes de satisfaction de vie, sachant que d'habitude, on a 85%. Donc on voit que la situation s'est significativement améliorée déjà pendant la première phase de confinement. Elle s'est également significativement améliorée suite à la levée du confinement. Vous voyez que les petits points pleins dans nos graphiques, ça veut dire qu'il y a une évolution significative en comparaison de la vague précédente. Et donc on voit ensuite que la satisfaction de vie est restée relativement stable depuis. Donc en dessous, nous avons les problèmes de sommeil déclarés au cours des 8 derniers jours. Donc de la même façon, à l'issue de la première semaine de confinement, on était à 61% des personnes qui déclaraient avoir des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours. Habituellement, on est autour des 49%. Et donc on voit que la situation est restée relativement stable et a eu même tendance à augmenter légèrement sur l'ensemble de la période, puisqu'on est aujourd'hui à 64%, alors qu'on était à 61% au début de l'épidémie. Ensuite, la courbe violette, ça, ce sont les états anxieux. Donc, on a pu observer à l'issue de cette première semaine de confinement environ 27% de la population qui était concernée par des états anxieux. Habituellement, on a 13,5%. Donc, on voit que la situation s'est significativement améliorée pendant la période de confinement. Elle a continué à s'améliorer doucement jusque l'été et ensuite à réaugmenter doucement jusqu'à aujourd'hui.
avec des niveaux qui restent supérieurs à 20% jusqu'à aujourd'hui, donc sachant que d'habitude on a 13,5%. Et puis enfin, la courbe en rouge, ça ce sont les états dépressifs. Donc de la même façon, deuxième semaine de confinement, c'était la vague dans laquelle on a introduit cet indicateur, on était autour des 20%. Donc on a vu que la situation s'est significativement améliorée suite à la levée du confinement, on est descendu à 14%. Ça a ensuite continué de s'améliorer pour revenir à ce qu'on observe en période hors épidémie, c'est-à-dire des taux de prévalence autour de 10%. Ça s'est maintenu à un niveau relativement faible ou habituel, en tout cas pendant l'été. Et là, ce qu'on a pu observer, c'est une hausse extrêmement importante avec un doublement de la prévalence des états dépressifs entre la fin septembre et début novembre, donc qui correspondait à la deuxième vague épidémique et l'entrée dans le deuxième confinement. Donc c'est à ce moment-là qu'on a alerté de façon importante, notamment nos tutelles et l'ensemble de nos partenaires sur l'évolution de ce phénomène. Et donc on observe depuis que les états dépressifs se maintiennent à un niveau élevé, supérieur à 20%. Donc jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, sur les pensées suicidaires, vous voyez, qui sont mesurées à partir de la vague 21, là on est à une prévalence à peu près de 8%, qui n'a pas évolué depuis, sachant qu'habituellement on est autour de 5% de prévalence de pensées suicidaires. Alors en termes de segments de population, donc quels sont les segments de population qui sont les plus concernés? Donc vous voyez que je vous ai mis en haut là, les états anxieux, les états dépressifs, les pensées suicidaires. Pour les analyses, j'ai distingué 3 périodes. La période 1 renvoie au premier confinement. La période 2 renvoie à la levée du confinement jusqu'au deuxième confinement, la reprise épidémique et le deuxième confinement. Et la période 3, donc c'est depuis le deuxième confinement jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand vous avez un chiffre dans les cas, ça veut dire que ce segment de population va avoir des prévalences d'états anxieux, d'états dépressifs ou de pensées suicidaires significativement supérieures au reste de la population. Donc, on observe que c'est le cas des femmes pour les états anxieux et les états dépressifs. On observe que c'est également le cas des jeunes, 18 à 24 ans, pour les états anxieux, également pour les états dépressifs, mais seulement en première période, en troisième période. Donc on voit qu'il n'y avait pas de prévalence supérieure, notamment pendant la deuxième période qui a fait suite à la levée du confinement et qui précédait le deuxième confinement. Donc à une époque, on pensait sans doute que l'épidémie allait se terminer gentiment. Donc on voit également qu'on observe un taux de prévalence supérieur en termes de pensées suicidaires chez les jeunes. Les catégories socio-professionnelles inférieures sur les 3 indicateurs. Également les étudiants en termes d'état anxieux. Ce qui est intéressant encore une fois pour les étudiants, c'est qu'on voit qu'ils n'avaient pas des niveaux de prévalence d'état dépressif supérieurs sur les 2 premières périodes. Et donc c'est là qu'on a vu une augmentation extrêmement importante qu'on avait observée sur tous les segments de population suite à la reprise de l'épidémie au deuxième confinement, mais avec des augmentations encore plus importantes chez les étudiants. Ensuite, les chômeurs également, plus en difficulté sur les 3 indicateurs et également pour les 3 périodes. Les personnes déclarant des antécédents de troubles psychologiques, les personnes en situation de difficulté financière, celles en promiscuité dans leur logement, et également les personnes ayant déclaré avoir eu des symptômes de la Covid. Voilà, encore une fois, pour nos 3 indicateurs. Alors, ce que je vous ai mis en gras, c'est la période actuelle, c'est-à-dire la période 3 qui date de novembre dernier jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, ce que je vous ai mis en gras, ce sont les segments de population qui ont les niveaux de prévalence les plus élevés sur les différents indicateurs. Et donc on voit que systématiquement, les segments de population ayant les niveaux de prévalence les plus élevés en termes d'état anxieux, d'état dépressif, également de pensées suicidaires, sont les personnes qui se déclarent en difficulté financière et également celles qui ont des antécédents de troubles psychologiques. Alors concernant les autres facteurs associés, notamment ce qu'on appelle les déterminants socio-cognitifs, donc ça, ce sont des modèles de régression multivariés, c'est-à-dire que ces variables-là sont associées positivement à des états anxieux ou dépressifs, indépendamment des facteurs sociodémographiques, encore des conditions de vie pendant l'épidémie. Donc on observe que le fait de percevoir les mesures comme étant peu efficaces est associé aux états anxieux dépressifs, le fait de percevoir les mesures comme contraignantes, de percevoir la Covid-19 comme une maladie grave, de se sentir vulnérable au risque d'infection par le SARS-CoV-2, l'inquiétude vis-à-vis de la situation économique, l'inquiétude pour sa santé concernant les états anxieux, et puis enfin les affects tels que la colère, la solitude ou le sentiment d'impuissance étaient également positivement associés aux états anxieux et dépressifs.
Alors maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on observe, là, je vous ai mis un graphique qui nous permet de regarder un petit peu la distribution de la population en termes d'état anxieux et d'état dépressif. Donc, vous voyez que la ligne du bas, qui est la ligne bleue, ce sont les personnes qui répondent à un critère d'état anxieux seulement. La ligne orange, ce sont ceux qui ont un état dépressif seulement. Et puis, enfin, la ligne grise, c'est ceux qui vont avoir des comorbidités, c'est-à-dire qui ont un état anxieux et un état dépressif. Donc, ça permet de voir un petit peu la distribution. Donc, on voit que c'est 10% de la population qui a un état anxieux seulement, 10% un état dépressif seulement, et 10%, enfin 12% là en l'occurrence, de la population qui a à la fois un état dépressif et un état anxieux. Et donc, vous voyez bien sur ce graphique-là qu'à partir du mois d'octobre, ce qui augmente de façon très importante, ce sont les états dépressifs et les comorbidités, c'est-à-dire la proportion de personnes qui déclarent avoir un état dépressif et anxieux. Alors rapidement, pour se faire une petite idée, ça c'est notamment des questions qui nous ont souvent été posées par les psychiatres, qui était de se demander est-ce que ces personnes qui se déclarent des états anxieux ou dépressifs ne sont pas des personnes qui avaient déjà des vulnérabilités psychologiques. Et donc une façon de répondre à cette question est de regarder le croisement avec notamment les antécédents de troubles psychologiques. Et donc là, on va s'intéresser seulement aux deux bâtons qui sont à droite du graphique. Donc, on va avoir là les personnes qui ont des états anxieux ou dépressifs, c'est-à-dire nos 30% de la population qui ont soit un état anxieux, soit un état dépressif. Et donc là, on se rend compte que c'est 27%, j'allais dire seulement, de ces personnes-là qui déclarent avoir des antécédents de troubles psychologiques. Cette proportion est un petit peu plus importante quand on regarde les personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois des états anxieux et des états dépressifs. Et là, encore une fois, c'est 2/3 de cette population-là qui ne déclarent pas avoir d'antécédents psychologiques. Donc finalement, quand on regarde ce qu'on observe, c'est quand même, dans de nombreux cas, c'est-à-dire à peu près pour les 2/3 et pour les 3/4 des cas, des personnes qui sont en quelque sorte des nouveaux entrants dans des problématiques psychologiques, ou en tout cas qui ne déclarent pas avoir eu d'antécédents de problématiques psychologiques. Alors pareil, pour rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on observe, parce que vous voyez qu'avec avec notre échelle, hein, c'est une échelle de repérage, hein, il ne s'agit pas du tout de faire un diagnostic là, qui demande un regard de clinicien, et notamment ce qui n'est pas mesuré dans ces échelles-là, c'est notamment les retentissements. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu quand on compare ce qui est mesuré via notre échelle et ce qui est déclaré par les répondants eux-mêmes. Donc, on observe que parmi nos 30% des personnes là, qui ont des états anxieux ou dépressifs, 83% d'entre elles s'identifient comme étant effectivement anxieuses ou dépressives. Et parmi ces personnes-là, 57% déclarent avoir des retentissements qui sont modérés ou importants. Les autres, ce sont des retentissements légers. Et quand on regarde effectivement celles qui ont des comorbidités à la fois anxieuses et dépressives, là c'est 97% d'entre elles qui s'identifient comme telles et 80% qui déclarent également un retentissement important sur leurs activités quotidiennes. Alors après, ce qu'on voit aussi sur nos 70% qui n'ont ni état anxieux ni dépressif, c'est que quand même un tiers d'entre eux se déclarent quand même anxieux ou déprimés. Alors eux répondent plutôt à un critère d'anxiété ou de dépression probable, c'est-à-dire inférieur à 10 sur notre échelle, et que parmi ces personnes, 38% déclarent être perturbés dans leurs activités de la vie quotidienne. Donc si on fait un petit peu un bilan et qu'on affine un peu cette observation de l'état psychologique, voilà, on va observer que 14% des répondants répondent à un critère d'anxiété ou de dépression ressentis comme tels, hein, qui se déclarent eux-mêmes anxieux ou dépressifs, avec un retentissement significatif sur leurs activités habituelles. Et qu'on pourrait ajouter à ça 9% des répondants qui ne répondent pas à notre critère de supérieur à 10 sur l'échelle, mais qui se déclarent anxieux et déprimés avec un retentissement significatif sur leurs activités quotidiennes. Alors, en synthèse, donc, on a observé une augmentation importante des symptomatologies anxieuses et dépressives avec un pourcentage élevé de la population concernée. Et puis également une population finalement peu armée face à cette situation. On a également pris d'autres mesures dans l'enquête Covid-Prev. On a pu observer notamment que les personnes exprimaient des besoins d'information sur les questions de santé mentale. 43% s'estiment mal informés, 44% seraient intéressés par un site internet d'information et 37% par une ligne d'écoute d'aide téléphonique. Et que si cette population-là déclare des besoins, finalement, ils ont
un faible niveau de connaissance des dispositifs qui ont été mis en place pendant la crise épidémique, et en particulier un dispositif d'information qui est le site du Psycom, mais également le numéro vert du gouvernement qui proposait un service de soutien psychologique. Alors juste pour finir rapidement en termes de réponse préventive, donc pour nous l'enjeu était de réduire la mortalité associée aux conséquences psychologiques de la crise sanitaire, avec un enjeu qui est très classique en santé mentale, hein, qui est de repérer, de prendre en charge la souffrance psychologique avant que des troubles s'installent, s'aggravent, se chronicisent et deviennent difficiles à traiter. En termes d'intervention, on a regardé bien sûr la littérature scientifique et l'ensemble des préconisations des agences ou des instituts internationaux, avec comme priorité pendant cette situation de crise de faciliter l'accès aux ressources disponibles en santé mentale et de diffuser les informations permettant d'y accéder afin de remplir nos objectifs de santé publique. Donc pour ça, suite à nos résultats, on a fait beaucoup d'alertes et de plaidoyers en direction des tutelles, de nos partenaires et également des médias. Dès la première phase épidémique, on a renforcé les dispositifs d'intervention et notamment de soutien psychologique. En partenariat avec le ministère, on allait renforcer les capacités d'écoute de la plateforme d'écoute psychologique. On a également développé des contenus d'information sur le Psycom et également sur le site de Fil Santé Jeunes. Et donc au mois d'avril, on a lancé une petite campagne, mais je l'ai mise en grise parce que pas très visible, seulement en digital, où on a diffusé des conseils de promotion de la santé pour bien vivre la période de confinement. On a également orienté vers des pages ressources en fonction des problématiques des individus, que ce soit des problématiques de violence, des problématiques d'addiction ou autres. Et puis enfin, nous avons lancé au mois d'avril et jusque juin 2021 un dispositif d'information mass média avec des spots radio, télé, digital, donc qui visaient à remplir nos objectifs de faciliter l'accès aux ressources et diffuser les informations qui permettaient d'y accéder. Et donc avec un dispositif grand public et un volet jeune ado qui a démarré lundi et qui va se développer jusqu'à la mi-juillet. Voilà, merci pour votre attention. Là, je vous ai mis quelques références qui permettent d'avoir davantage de résultats sur l'enquête. Et juste, j'avais récupéré cette slide d'une autre présentation. Là, vous avez un bulletin de santé publique régionale qui est celui de Grand Est, mais vous avez la même chose pour la région PACA, hein, qui vous présente une synthèse des résultats de l'enquête Covid-PREF sur la région PACA et qui n'est pas que sur la santé mentale, mais également sur l'adoption des gestes barrières par la population. Voilà, merci pour votre attention. Oui, alors pour les distinguer, alors c'est vrai que nous on n'a pas parlé de troubles parce que implicitement ça demande quand même une caractérisation et donc là on va préférer le regard d'un clinicien et d'un diagnostic parce qu'il y a un tas d'autres choses qu'il faut pouvoir regarder autour. Donc on a choisi le terme d'état anxieux qui est celui qui est utilisé dans la publication Princeps de cette échelle qui s'appelle la HAD, qui est une échelle qui est également recommandée par la HAS. Donc tout simplement ceux qui avaient un état anxieux, c'est ceux qui répondaient aux critère le plus restrictif, c'est-à-dire strictement supérieur à 10 sur cette échelle. Ah, donc vous avez le détail un peu des signes sur la présentation. Bon, c'est les principaux signes psychologiques et somatiques de l'anxiété, et puis les principaux signes de la dépression, que sont la perte d'intérêt, la tristesse ou encore le ralentissement. Ah, donc c'est de cette façon-là qu'on a attribué ce score d'état anxieux ou d'état dépressif. Concernant les autres comportements, on avait un petit module, effectivement. Alors, on ne regarde pas les addictions, là, c'était plutôt des consommations du côté des habitudes de vie. En termes du comportement déclaré, c'est-à-dire d'augmentation des consommations, notamment d'alcool et de tabac. Et globalement, on a observé que davantage de personnes avaient déclaré avoir diminué la consommation d'alcool que l'avoir augmenté. Et en revanche, on a observé une augmentation des consommations de tabac chez les fumeurs. Voilà. Et si on veut regarder les données là-dessus, je peux vous renvoyer également vers l'enquête EPIFAR, qui sont les données de la CNAM et de la NSM, et qui présente des études sur les remboursements de médicaments dits de médecine de ville pendant la crise épidémique. Et donc, on a vu une hausse très importante des remboursements d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. Et ce qui est intéressant pour les addictions, c'est qu'on a vu une diminution forte des substituts, des remboursements de substituts nicotiniques, et également une diminution, dans une moindre mesure quand même, mais des médicaments de traitement de l'addiction à l'alcool également.
Alors, si de toute façon, ce qui représente un biais, c'est la méthodologie d'études par quota. Surtout que nous, on souhaitait avoir des données très rapidement pour pouvoir gérer un peu la situation de crise, parce que c'est dans nos missions, hein, bien sûr, la gestion de la crise et la réponse. Donc, le biais que vous avez, c'est que ce sont les premiers répondants qui remplissent nos quotas qui sont conservés. Donc, ce sont des individus qui vont aller plus vite, qui ont sans doute certaines motivations, et donc en termes de représentativité globale, voilà, c'est un petit peu moins bon. Maintenant, il vaut mieux une bonne étude par quota qu'une mauvaise étude aléatoire, hein, bien sûr. Alors après, en termes de biais, sur ce que vous disiez, ça, j'avais mis sur une slide, effectivement, c'est le panel. C'est-à-dire que les 700 000 personnes qui sont inscrites, on a déjà des données signalétiques sur elles, et on sait qu'au sein de ce panel, on a un peu plus de CSP+, on a un peu plus de gens qui sont un petit peu plus connectés, etc. Voilà, donc ça, on le sait. C'est ce qui permet d'orienter également nos emailing quand on va proposer de répondre à l'enquête. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir, par exemple, des jeunes CSP- qui sont plus compliqués à obtenir sur le panel, donc on va faire un nombre d'envois de propositions de participer à l'enquête plus important sur ce segment de population. Maintenant, nous, ceux qu'on va récupérer derrière pour nos 2000 à chaque fois par quota, eux, on va avoir le même nombre de personnes CSP- ou CSP+, que en population générale. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de biais, puisque c'est dans le cadre de nos quotas qu'on demande à ce qu'il y ait le même nombre de personnes ayant ces caractéristiques dans notre échantillon qu'en population générale. Et comme il y a toujours des petits écarts, parce que quand vous faites rentrer une personne qui est dans le bon quota de la région, elle est le bon sexe, mais peut-être qu'elle n'est pas la bonne CSP. Donc vous allez quand même toujours avoir des petits écarts, et c'est pour ça qu'on refait une variable de pondération qui nous permet de redresser notre échantillon pour faire en sorte qu'au global, il soit comparable à la population générale sur ces variables-là. Oui, alors les pouvoirs publics ont été effectivement assez réactifs. C'est la première fois qu'on se retrouve dans cette situation. La dernière campagne nationale d'information sur la santé mentale date de 2007. Alors c'était un sujet à l'époque extrêmement polémique dès qu'on parlait de santé mentale. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, ça a changé, hein, le panorama a changé. C'est beaucoup plus facile d'en parler. Sans doute un des rares et peut-être seuls effets positifs de la crise, c'est que ça a mis en exergue l'importance de ces problématiques de santé mentale. On oublie souvent que si on regarde la répartition des coûts en termes de budget de l'assurance maladie par pathologie, c'est le premier budget devant les cancers, devant les maladies cardiovasculaires. Bon, donc ça a vraiment mis en exergue quand même l'importance de cette question-là. Ça nous a permis également de sortir de la psychiatrie seulement, parce que là, vous voyez qu'on est sur un paradigme un peu différent, qui est celui de la santé mentale. On a tous et toutes une santé mentale. Voilà, donc là, il n'y a pas de polémique sur les questions de prise en charge. Là, l'idée, à un moment, c'est de pouvoir proposer un service aux personnes qui sont en difficulté psychologique. Voilà. Après, ce sont les professionnels qui sont compétents, qui organisent la prise en charge. Et dans nos dispositifs de prévention, c'était des dispositifs de première ligne, hein, donc qui proposaient aux personnes de l'information des dispositifs de soutien psychologique pour pouvoir derrière faire de l'orientation. Et notamment, la plateforme de soutien psy était reliée au CUMP, hein, pour pouvoir déclencher de l'intervention en urgence en cas de besoin. Donc oui, je dirais qu'il y a une réactivité assez importante. Après, derrière, la littérature le disait, on était quand même tous dans une situation à peu près invraisemblable. Donc quand on a sorti les premiers chiffres qui montraient que 27% de la population répondait à des critères d'état anxieux, évidemment, quand même, ça a interrogé les personnes. Et derrière, avec un système de santé qui était aussi saturé qu'il n'était à l'époque, la peur d'avoir des épisodes aigus en termes de santé mentale était également extrêmement importante. Donc c'est vrai qu'il y a une réactivité importante là-dessus. Il y a aussi de la méthode, hein, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir sortir les données très très vite, les mettre à disposition. Et à partir du moment où le sujet est emparé, notamment par les médias, bon, ça met le sujet sur la table et tout le monde est obligé également de réagir. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a forcément besoin de ça, mais voilà, la dimension de plaidoyer est extrêmement importante quand même derrière pour pouvoir susciter de la réaction. Parce que sinon, ça passe en dessous des radars. Et à partir du moment où ça devient un sujet de société, ça devient un sujet qui est évoqué très régulièrement, ça nécessite une réponse, évidemment, de la part des pouvoirs publics. Donc voilà, je dirais qu'ils ont été effectivement très réactifs et que derrière, quand même, ça demande d'avoir des dispositifs de recueil et de mise à disposition des données qui soient très rapides et qui soient visibles pour que voilà, ça devienne un sujet qui soit en haut de l'agenda.
Alors après, je ne sais pas si j'ai bien compris si la personne dont vous parliez préférait qu'on parle de santé mentale ou de maladie mentale. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le champ de la santé publique, on est plutôt dans le paradigme de la santé mentale, bon, pour tout un tas de raisons que je n'aurai pas le temps d'évoquer là, mais notamment pour des raisons d'inclusion. Voilà, on sait qu'une des problématiques importantes est la stigmatisation, et le fait de parler de santé mentale permet d'évacuer ces questions-là, et on a tous et toutes une santé mentale qui peut varier au cours de la vie, en fonction des événements de vie. Et voilà, donc on peut passer par des périodes plus difficiles, on peut même développer des troubles, on peut se remettre de ces troubles également. Donc voilà, du côté de la santé publique, on préfère se situer dans ce paradigme de santé mentale qui présente tout un tas de bénéfices, et même les personnes qui sont atteintes de troubles ont également droit ou vocation au bien-être, et heureusement, dans un certain nombre de cas, on peut avoir des troubles, on peut avoir une vie qui est tout à fait satisfaisante.